Alors, Yves Brazet devait être là, ne l'est pas, donc je suis son porte-parole, je suis son speaker, et j'ai ses notes, je vais essayer d'être le plus fidèle possible au message qu'il souhaite faire passer, préalablement à l'exposer sur l'assaut Baclofen et ensuite sur l'assaut Olivier Amézet. Bien évidemment, nous militons sur la prescription du Baclofen dans le traitement de certaines addictions, dont l'alcoolisme. Mais ce n'est pas pour autant que nous érigeons ce traitement comme un dogme unique, absolu et totalitaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'état des études médicales publiées font état d'un taux de réussite supérieur à 50%, tel que c'est publié et accepté et corroboré par l'ensemble de la médecine dans le monde. Dans les cabinets des prescripteurs expérimentés, on monte au-delà de ces 50%, mais ça n'est pas 100%. Ça ne fonctionne pas pour tout le monde, et ça n'est pas l'unique stratégie à mettre en place. Nous la défendons, mais elle ne se substitue pas aux autres. Alors, l'association Baclofen, donc Yves Brazet, qui est le vice-président de cette association, a commencé à être alcoolodépendant peu après l'obtention de son bac en 1972. Il s'est guéri en 2010, à l'époque où le traitement était vraiment très peu connu, en 18 jours, à 140 mg de Baclofen, par une montée progressive. Et depuis cette date, il participe activement eh bien, à la vie associative et à la promotion de ce traitement. Rapidement, le portrait du paysage associatif, donc l'association Aube que vous a présenté Bernard, Baclofen, que je vais dérouler juste après. Le RESAB, je fais une parenthèse parce que le RESAB n'a pas de slide aujourd'hui pour être présenté, même si Xavier et Annie en font partie. Le RESAB est une association de médecins pour les médecins, qui a été créée en 2012 et dont la principale vocation est d'organiser des formations en DPC à la prescription, donc à la connaissance et à la prescription du Baclofen. Donc ce sont des modules de formation qui ont été rédigés par des primo-prescripteurs expérimentés, des Philippe Jory, Pascal Gache, Renaud de Beaurepaire, Patrick Delasselle, donc qui maîtrisent vraiment ce sujet. Le matin est une partie très informative, d'enseignement, qui est assurée par un primo-prescripteur, généralement Renaud de Beaurepaire, qui a une très belle expérience, et qui présente quel est le fonctionnement de cette molécule, comment est-ce qu'on la prescrit, d'où ça vient, quels sont les résultats des études. Et l'après-midi, ce sont des ateliers pratiques sur des exemples de cas cliniques où les participants peuvent commencer à s'exercer et à débattre entre eux avec l'appui d'experts que sont Patrick Delasselle, le président de RESAB, qui anime ces animations, mais aussi Sylvie Imbert, qui est la présidente de l'association Baclofen, et qui apporte, elle, son regard en tant que patient et des retours qu'elle peut avoir de son forum. Le RESAB organise des formations très régulièrement dans toute la France. Pour les médecins seulement. Pour les médecins. Généralement, il y a entre 30 et 40 participants sur ces modules de formation. Ça dure la journée. Il faut savoir qu'il y a régulièrement des pharmaciens qui sont présents, parce que les pharmaciens ont compris que l'évolution de ces prescriptions allait aussi les engager, puisqu'ils ont aussi un rôle à tenir en termes d'explication de ce traitement auprès des clients qui viennent dans leur officine. Et le RESAB, voilà, s'oriente aussi en parallèle sur le développement de modules de formation en e-learning, c'est-à-dire non pas présentiel, mais via web. Voilà. Donc, gros mot rapide sur le RESAB. Et puis l'association Olivier Amézet, je la présente juste ensuite. Baclofen, c'est un site internet d'information en contenu froid, et c'est surtout un forum qui a été créé en mars 2011, qui est aujourd'hui le forum Baclofen, donc orienté sur ce traitement le plus actif, puisqu'il y a plus de 8800 inscrits, plus de 3000 visites par jour. Au total, il centralise 380 000 messages pour 6000 sujets, mais retenez que grosso modo, il y a à peu près entre 250 et 300 posts par jour sur ce site. Donc quand vous vous connectez et que vous voyez en fait le forum de discussion générale, vous prenez simplement sur les 2 dernières heures et il y a déjà une quinzaine de posts d'échange. Et ce sont des espaces en fait de solidarité, d'accompagnement entre patients. Donc il y a dedans les nouveaux entrants qui, bonjour, je cherche un médecin. L'association le met en contact avec sa base de médecins référencés dans sa base de données. Ça fonctionne de la même manière sur Aube. Hein. Ces deux sites sont vraiment très jumeaux. Et il y a ensuite tout l'accompagnement qui se fait
mais de façon solidaire, entre ceux qui sont guéris depuis très longtemps, depuis récemment, qui sont dans leur phase d'ascension, qui décrivent leurs effets secondaires, qui demandent des conseils, et l'on élabore finalement des stratégies thérapeutiques. Il y en a principalement deux. La première qui est une stratégie d'imprégnation, qui est de dire on va répartir le baclofène sur toute la journée pour que le corps reste imprégné le plus longtemps possible. Le Pixéric est à 1h30, donc ça va très vite, la demi-vie est à 4-5 heures. Et ensuite, il y a la stratégie de ciblage, le ciblage du craving, parce qu'avec le recul, Yves notamment a vraiment théorisé cette approche-là, et qui est reprise par de plus en plus de médecins, qui est de dire que chaque malade alcoolique a un craving par jour, pas 2, 3, 4. C'est un. Un craving, c'est la première pensée forte d'alcool. Quelqu'un qui boit à 18h peut très bien avoir son craving à 10h du matin, mais résister jusqu'à 18h puisqu'il a sa journée de travail. Donc le craving sera à 10h. Et auquel cas, on cible le craving, c'est-à-dire que l'on va concentrer la majorité de la prise du baclofène quotidienne à H-90 minutes, à H-3 heures, éventuellement à H-4h30, c'est-à-dire par fréquence de demi-vie, enfin de pic sérique, pour arriver à l'heure du craving à un taux optimum de baclofène dans le sang et casser la gueule à ce craving pour qu'il puisse en fait partir. Le reste étant considéré en imprégnation, parce que parfois quand on arrive dans des doses extrêmement fortes, ça peut être 200, 300, 120 en fonction de ce que chacun peut supporter, on lisse une petite part de ce médicament sur le reste de la journée. Et tout ça sont des stratégies qui sont expliquées précisément dans notamment des formations qu'organise le RESAB. De ce fait, eu égard à sa fréquentation, eu égard à l'importance du nombre d'inscrits et de visiteurs, l'Asso Baclofène a lancé en 2012 une première enquête qui concernait finalement un questionnaire qui était mis en disposition sur le forum et dont l'objectif était de recevoir les retours d'informations de ceux qui s'en étaient sortis ou pas, pour avoir une première lecture sur les retours, l'efficacité, les difficultés de ce traitement. Et puis ensuite, ils ont envoyé 10 000 mails sur l'ensemble de la base qu'ils gèrent. Ils ont 1700 réponses en 2 mois. Il faut savoir que statistiquement, à partir du moment où on a plus de 1000 réponses, on peut avoir des conclusions statistiques extrêmement fiables. Donc il y a 1700 réponses en 2 mois. Et l'ensemble de ces résultats nous permettent, non seulement à l'ASSO, mais aussi à toutes les parties prenantes, d'accéder à des informations extrêmement précieuses. Ce sont des extraits ici qui sont assez peu lisibles avec peu de titres, mais je peux vous citer quelques retours d'informations, c'est-à-dire quel est le profil du médecin qui vous a soigné. Par exemple, ici, ce sont des généralistes. Quels ont été vos succès ou les abandons, les échecs. Ici, on s'aperçoit que 80 et quelques % des répondants ont dit qu'ils étaient en plein succès, sur 1700 réponses toujours. J'ai du mal à lire parce que c'est très flou. Si je peux faire quelque chose. Alors peu importe, je la connais très bien cette enquête. Vous avez ici en fait la répartition des effets indésirables. Quels ont été les effets indésirables que vous avez connus pendant votre traitement? Vous avez ici comment est-ce que vous avez connu le baclofène. Vous avez différentes réponses, comme par exemple quel a été votre seuil de la dose efficace. En combien de temps avez-vous atteint cette dose efficace? Et il s'avère que sur ces 1700 réponses, la dose efficace en moyenne est de 179 mg et elle est atteinte en moyenne en 63 jours. Les écarts sont énormes. Renaud de Borper a un patient de 63 ans qui a été libéré à 5 mg, un demi-cachet. Heureusement qu'il est sécable, parce qu'à 10 mg, il était complètement sonné. À un demi-cachet, il s'est libéré. Par contre, il a publié récemment, c'était en novembre, sur Frontiers of Psychiatry, une étude sur les très hautes doses, et il a dû mener un patient à 610 mg pendant 2 mois et demi avant qu'il rencontre l'indifférence. Donc les écarts sont énormes, et aussi en termes de temps. Certains vont mettre 2 semaines, 10 jours, comme Yves, d'autres vont mettre 6 mois, 9 mois, parce que l'ascension est très difficile à supporter. Donc c'est véritablement un chemin thérapeutique qui est sur mesure, et sur lequel il n'y a aucune capacité, comme le disait Xavier Aknin, d'anticiper et de dire par l'avance, vous serez libéré à telle date, le tel jour. En janvier 14,
l'association baclofène a décidé de lancer une enquête sur les effets indésirables du baclofène, parce que on parlait de motivation à vouloir se soigner. Entre nous, je connais très peu de malades qui n'aient pas la motivation de se soigner. À partir du moment où on sait qu'on est malade, que ce soit l'alcoolisme, une grippe, un cancer ou un bobo de pied, on est tous motivés pour se soigner. La motivation qui est requise dans le traitement par baclofène pour la dépendance, qu'elle soit à l'alcool, à la boulimie, au cocaïne, à la crack, au crack, c'est véritablement la connaissance, l'anticipation du fait que certains effets secondaires vont être extrêmement pénibles à supporter. C'est la première cause d'abandon du traitement, ce sont les effets secondaires. Ils ne sont ni graves, ni dangereux, mais ils peuvent être extrêmement handicapants. On les verra juste après. Ils ont envoyé 7000 mails invitant à participer à cette enquête. Encore une fois, 1100 réponses. Vous voyez que la majeure partie était dans l'alcoolodépendance, 5% sur les troubles du comportement alimentaire et 1% sur les autres qui n'ont pas été exclus. Et arrivent les premiers résultats, ce sont vraiment des extraits. Alors toutes ces synthèses extrêmement complètes, de 20-30 pages fournies, chiffrées, argumentées, sont accessibles librement sur le site, sur le forum et sur le site de l'ASSO. Vous avez eu les deux adresses, je les récupérer. Vous avez par exemple la répartition, la ventilation des doses efficaces prises pour l'alcool et pour les TCA. TCA, nous parlons généralement d'hyperphagie et de boulimie. La prévalence des effets indésirables, donc ceux qui sont les plus gênants. Il faut savoir que avant ces distinguos, 80%, plus de 80% des patients entamant un traitement baclofène supportent des effets indésirables. Plus ou moins gênants et supportables, mais 80% les ressentent. Et dans ceux-ci, vous avez effectivement la somnolence, la fatigue, l'insomnie, les troubles du sommeil, l'endormissement brutal en journée, les troubles sexuels qui peuvent être dans les deux sens. Ça peut être vraiment une anorgasmie, une disparition totale de toute libido, ou alors, bien au contraire, une excitation vraiment terrible. Dépression, maux de tête, vertige, acouphènes, nausées, sachant que la liste est bien plus longue. Aujourd'hui, mais je le présenterai juste après, l'association mène une nouvelle enquête sur ces effets indésirables, avec une volonté d'avoir une lecture exhaustive de tous les effets, même de ceux qui sont vraiment epsilon en termes de statistiques. Et ensuite, ils ont suivi quelle était l'activité professionnelle des personnes sous traitement. Très intéressant de voir, de combattre les idées répandues et partagées par tous. Non, un alcoolique n'est pas obligatoirement un chômeur, effectivement, puisqu'on s'aperçoit que entre ceux qui travaillaient à temps complet et ceux qui travaillaient à temps partiel, on est à 61% des entrants en fait, dans ce traitement. Par contre, ce qui est très intéressant ensuite de voir, c'est quelle a été l'incidence des effets indésirables sur l'activité. Et on s'aperçoit très rapidement que ceux qui ont continué à travailler, et ceux qui ont continué à travailler avec difficulté, à peu près, vous avez ici 90% des malades sous soins qui ont continué leur activité professionnelle. Certains ont eu besoin d'arrêt de travail temporaire, parce que les effets secondaires étaient vraiment invalidants, les endormissements, quand on est sur une machine-outil, on conduit un véhicule, un endormissement dans la journée, c'est ingérable avec une activité, et un petit pourcentage a dû arrêter de travailler ou arrêter le traitement, parce que ces ES sont vraiment trop forts. Et enfin, une analyse plus précise, plus fine, quelles ont été l'incidence de ces effets indésirables en fonction des prises, en fonction des doses. Et c'est là où on s'aperçoit qu'il y a très peu de corrélation entre la dose et l'effet secondaire. Vous avez ici, dans des doses qu'on va qualifier de faibles, et ici, des doses qu'on va qualifier de fortes. J'ai dû arrêter de travailler pour continuer le traitement, c'est à peu près équivalent. J'ai continué de travailler de façon normale ou sans problème majeur. Vous voyez que jusqu'à 290 mg, c'est très stable. Et par contre, il n'y a pas un effondrement terrible au-delà de 300 mg. Retenez que la RTU que la NSM a définie dit qu'on ne doit pas dépasser 300 mg, qui serait en fait une dose apocalyptique. Il faut savoir qu'environ 17% pour Renaud de Beaurepaire et 9% selon l'association baclofène, des malades ont besoin de passer au-delà de 300 mg pour atteindre l'indifférence. On s'aperçoit que cette dose-là, quand elle
n'est pas finalement rédhibitoire à la poursuite d'une activité professionnelle. Donc, ce qui veut dire que les effets secondaires, tout comme la dose efficace, ne sont aucunement corrélés à l'âge, au sexe, au poids et à l'ancienneté de l'addiction. Si j'avais un frère jumeau, et que nous avions suivi le même parcours, commencé le même jour, il aurait pu très bien ne pas réagir à la molécule, il aurait fait partie de cette minorité non répondante, mais il aurait pu réagir peut-être en 6 mois à 40 mg ou complètement différemment. Donc c'est très difficile. La corrélation, j'en parlais, entre dose et effet indésirable, c'est la même chose. Vous l'avez ici tout à l'heure, c'était par rapport à l'activité professionnelle, et là, par rapport aux effets indésirables, vous voyez qu'il y a quand même une stabilité, ou tout du moins un manque de corrélation entre l'augmentation des doses de baclofène et l'augmentation des effets indésirables. Il y a différentes stratégies qui sont mises en place et que les médecins et les patients ont finalement définies et trouvées par expérience a posteriori pour gérer ces effets indésirables. Et très rapidement, c'est à un moment donné, quand il se déclare en phase d'ascension, on stoppe l'ascension, on stabilise la dose, éventuellement on baisse de 10 mg pendant 24, 48, 72 heures, le temps que le corps s'habitue à cette nouvelle molécule, l'effet indésirable s'estompe, l'organisme le prend en charge et on peut recontinuer la montée. Très intéressant, l'incidence de la consommation d'alcool sur les effets indésirables entre ceux qui ont continué de boire ou éventuellement avec une consommation moindre et ceux qui ont volontairement décidé de rentrer dans ce traitement en phase d'abstinence. Et on s'aperçoit effectivement qu'il y a quand même une certaine augmentation des effets indésirables lorsque l'on associe baclofène et alcool. Néanmoins, je ne sais pas si c'est le slide suivant, non. Néanmoins, tout ce que je vous cite est accessible sur ces études-là. On observe que sur 100 patients, sur les patients qui rentrent dans ce traitement-là, environ un tiers choisit d'y rentrer volontairement par abstinence. Pour se dire, je me débarrasse de l'alcool volontairement, je prends le baclofène et je vais me libérer. Et vous en avez les 2 tiers qui continuent de boire. Dans ces 2 tiers-là, la moitié d'entre eux, donc un tiers de l'origine, voit sa consommation progressivement baisser. Xavier parlait du gars qui boit moins compulsivement ses bières, qui à un moment donné va oublier son verre de vin, jusqu'à ce qu'à un moment donné il atteigne ses doses efficaces et que son craving disparaisse complètement. Donc ce craving s'étiole au fil du temps. Et puis pour l'autre moitié de ces 2 tiers, donc le dernier tiers, ce sont des gens qui continuent à boire de façon identique, voire plus, mais qui du jour au lendemain s'arrêtent. C'est-à-dire que l'indifférence arrive brutalement. Et nous sommes, alors je fais partie de ce 3e tiers, et nous sommes quand même plusieurs milliers à la raconter dans les cabinets des médecins, c'est-à-dire qu'on a tous, on pourra le dire jusqu'à la fin de nos jours, l'heure précise où on a senti cette indifférence. Moi, c'était le 22 janvier 2012 à 4h18 du matin. J'ai senti ce truc qui est indescriptible, et on dit tous, c'est indescriptible. Je pourrais vous utiliser des tas d'images, voilà, il faut le vivre, mais à partir de là, on sait que c'est fini, c'est terminé, au revoir. Voilà. Et on est un tiers des patients à pouvoir exprimer ça, ceux pour lesquels nous sommes répondants, encore une fois. Voilà. Quels sont les projets en cours de l'association baclofène? Atelier benzodiazépine, parce qu'effectivement, beaucoup de cas de réponse positive de dépendance au benzo ont été marqués avec le baclofène. La préparation d'une enquête sur les TCA, donc je disais bien évidemment, surtout sur boulimie et hyperphagie, vomitive, non vomitive, puisque sur l'anorexie mentale, jusqu'à présent, on n'a pas d'écho positif. Il faut savoir que sur les... total pour moi. Voilà, tu n'es pas la seule. Par contre, sur les boulimies, de nombreux témoignages de libération commencent à arriver, nombreux, très nombreux. Agnès Renaud, qui en fait partie, une femme de 45 ans et qui a été boulimique pendant 25 ans, s'est libérée à 120 mg de baclofène et a récemment édité son histoire dans un bouquin grand public, là, il y a 3 semaines. Une étude
observationnelle a été faite sur 6 patients, Annie, c'est ça, par Renaud de Borodper, Philippe Jory, Bernard Joussaume, Annie Rapp, 10 patients. C'est 17. 17 patients, voilà, et qui a été récemment publié il y a moins d'un mois. Il faut savoir qu'à côté de cette 3e publication, donc 2 précédentes arrivent aussi, des essais, des suivis de cohortes. Donc aujourd'hui, on en est véritablement à se dire il faut que l'on mène une enquête sur les TCA. L'association a suffisamment de témoignants pour pouvoir leur poser exactement ces mêmes questions. L'ASSO prépare une enquête. Avec l'autorisation d'Annie, bien sûr. Je voudrais dire que beaucoup de patients guéris ne viennent pas nous voir en disant « ça y est, docteur, je ne bois plus ». Ils viennent en exprimant le soulagement et la sérénité, non pas de leur arrêt de l'alcoolisation, mais de leur psychisme, c'est-à-dire qu'ils arrivent différents. Moi, je les vois arriver, ils ont un visage lisse, absolument épanoui, et ils ne disent pas « j'ai arrêté de boire ». Ils utilisent un terme qui est un peu suranné, qui est serein. Quand je suis bien, je ne dis pas « je suis serein ». Je suis cool comme mes enfants. Et ils ont cette espèce de sérénité qui n'a rien à voir avec l'arrêt de l'addiction. C'est dans leur tête. C'est très impressionnant. Merci Annie. Mais je rebondirai après là-dessus. Parce que, oui. Je vous annonce que je vais préparer une séance sur les TCA pour l'automne. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Post-guérison, parce que si aujourd'hui on a une très bonne lecture sur l'atteinte du seuil d'indifférence, les effets secondaires, toutes les stratégies thérapeutiques à mettre en place, on manque de recul sur le long terme. Donc, préparation d'une enquête post-guérison afin de connaître la durée du traitement, la stabilité, mais à 1, 2, 3, 4 ans. Savoir, pour ceux qui ont été répondants, à quelle dose ils sont, où sont-ils sortis du traitement, comment est-ce qu'ils se comportent, quels sont leurs rapports avec l'alcool, pour lequel ils ont eu un rapport quand même assez complexe pendant plusieurs années, pour justement pouvoir en fait commencer à avoir ce premier recul. Et puis, je vais reformater ça. L'association Baclofen, qui n'en est pas à son coup d'essai en termes de sondage, d'enquête, de publication sur leur site de ces études, a reçu en novembre de l'année dernière un mandat de l'ANSM dans le cadre de la pharmacovigilance que l'ANSM doit mettre en place suite à la RTU. Et l'asso Baclofen a reçu mandat pour établir et réactualiser et remener une enquête complète sur les effets indésirables, à savoir leur prévention et leur gestion. Ils s'appuient sur les résultats des statistiques qu'ils ont faits, ils sont en cours de réactualisation d'une enquête complémentaire pour analyser finement quand, comment se déclarent ces effets secondaires, quelles sont leurs intensités, comment est-ce que l'on peut les prévenir, comment est-ce que l'on peut les gérer. Tout cela va donner lieu en fait à un guide très opérationnel, le guide des bonnes pratiques relatives à la prévention et à la gestion des effets indésirables, qui sera un document donc validé par l'ANSM. Il s'appuiera aussi sur une vidéo. Cette vidéo sera chapitrée selon, on va dire peut-être le top 10, le top 15 des effets secondaires les plus fréquents, avec une première présentation de ce qu'il est, des témoignages et véritablement, on peut appeler ça des trucs et astuces pour pouvoir les anticiper, puisque c'est un mélange à la fois de préconisations issues de cabinets médicaux, mais aussi de l'expérience des patients qui ont chacun développé leurs trucs, leurs astuces. Par exemple, l'aspect de l'insomnie, on s'est aperçu que beaucoup, quand ils prenaient juste 10 mg au coucher, ça leur supprimait cette insomnie. Mais pas pour tous. Voilà, donc il y a différentes petites astuces qui sont mises en place. Et une étude sur laquelle nous sommes associés, nous 3 associations, Aube, Baclofen et Olivier Amezen, qui concerne Baclofen, j'en donne un mot juste après. Voilà, l'association Baclofen va notamment bientôt être reconnue d'utilité publique. Donc Baclofen et Aube en termes de forum patient et Aube en termes de forum médecin, qui est important, tu ne l'as pas cité. Médecin, oui.
t'as pas demandé la permission à Annie. Non, mais j'ai le crachoir. Donc, l'association va créer différentes choses qui ont été reprises, c'est très bien, il faut que ça se développe. Il y a un forum médecin qui est ouvert en fait aux professionnels de santé, sur lequel vous pouvez aller poser des questions pratiques et qui est ouvert à tous les professionnels. Au départ, c'était médecins, mais il y a pharmaciens, psychologues peuvent venir. Il suffit d'avoir un numéro d'école, c'est pas très important. Ce forum est assez utilisé par les médecins prescripteurs, ce qui fait qu'il ne bouge pas tous les jours puisque les médecins prescripteurs ont leurs habitudes et savent faire. Il est moins bien utilisé par les non-prescripteurs qui ne le connaissent pas et qui n'osent pas poser les questions alors que c'est fait pour ça. Donc, vous pouvez le noter, le site. Je n'ai pas pensé à l'amener, si j'ai trouvé ça. Sur Google, vous tapez forum Hope. Tu vas pouvoir mettre ton... Bernard, tu peux Qu'est-ce qui veut l'aider pour mettre son... me vignoter le bignou, s'il te plaît? Je comprends pas ton PC. En fait, d'avancer, ce petit outil il peut te permettre d'avancer les trucs. Je le cherchais partout. Maintenant pour... Ah non, alors maintenant, voilà, il est... Je ne sais pas pourquoi il s'en pas. Peut-être fermer ça. Pof. Ben, tu peux fermer ça. Ben non, c'est ma clé. Non, mais tu peux fermer la clé puisque ton diaporama, il est... Ah, tu veux rechercher autre chose sur ta clé? Non, mais si je ferme la clé, j'ai plus accès à Non, mon si, fichier. tu auras ce que tu as sorti, que tu n'as pas été... Ah, alors je le rallume. Voilà. Ok. Tu le mets en petit. Je ferme Voilà. ça. Ok. Toujours pas. Ben, refais-le partir. Alors c'est pas FNF8. Dupliquer. Ah ben voilà, ça marche. Nickel. Non. C'est bon, c'est bon. C'est bon? Ok. Bon, deux mots pour me présenter. J'ai découvert l'alcool par hasard à 12 ans. Alors c'est infect au goût, c'était du whisky, mais ça a été une révélation pour moi parce que ça m'a détendu, ça m'a enlevé toutes les tensions immédiatement. Enfin, je m'étais jamais senti dans un état aussi serein, calme, sans appréhension, connecté avec les autres. Donc du verre de whisky que j'ai goûté avec un copain, je l'ai entraîné, on a fini la bouteille et j'ai trouvé que c'était un formidable médicament. Et à partir de là, j'ai continué à boire régulièrement, tout seul. Non pas que l'alcool me plaisait au goût, c'est particulièrement infect, mais c'est vraiment cette détente, c'est un formidable anxiolytique, ça m'a enlevé toutes les tensions, donc voilà, et c'est comme ça que ça s'est inscrit. Donc ça c'était en 82, j'avais 12 ans. Et puis ça m'a jamais quitté, c'est monté progressivement en intensité, ça s'est installé, ça a fait partie de ma vie. En parallèle de cette addiction, parce que je pense qu'il y a aussi un tempérament addictif qui joue, j'ai jonglé sur d'autres addictions plus passagères, qui ont été le sport, qui ont été le travail, le sexe. Donc quand l'une se développait bien et puis commençait à s'estomper, il y en avait une autre qui prenait, avec l'alcool qui était toujours en socle. Je dirais qu'au début des années 2000, j'ai commencé à me dire que j'avais un souci, d'admettre que j'étais alcoolique, ça me faisait passer la pilule. Voilà, 2005-2006, je ne pouvais plus travailler dans les groupes où je bossais parce que
parce qu'il faut du temps, il faut beaucoup de temps pour boire. Donc quand on est en déplacement avec des collègues dans des hôtels, on n'a pas le temps, puis on ne va pas vider, c'est pas 5 mignonnettes dans le bar qui suffisent. Donc j'ai créé ma société, c'était une mauvaise bonne idée ou une bonne mauvaise idée, voilà, et ça m'a financé. 2008-9, vraiment j'ai voulu commencer à me sortir de ça parce que ça me bouffait trop. Donc les groupes de parole, alors je vous rejoins, les groupes de parole, voilà, c'est extraordinaire, et on a un boulot à faire, avec les groupes de parole, entre défendants ou prosélytes du baclofen et groupes de parole, on a un boulot à faire. Il y a cet accompagnement humano-humain qu'il faut mettre en place, qui n'existe pas. Le web ne remplace pas tout, mais bon, ensuite il y a des barrières à franchir, mais voilà. Mais ok, ça n'a pas fonctionné. Les médicaments, donc les réducteurs, les antabuses, j'en passe et des meilleurs, qui ne servent à rien in fine, parce que ça détruit, ça flingue le corps physiquement, ça flingue l'aspect psychique, puis de toute façon, à un moment donné, il faut reboire, donc on reboit par-dessus, puis ça se finit aux urgences. Les cures que j'ai fait, où voilà, c'est de la benzo à haute dose, donc là, paradoxalement, il n'y avait pas de crainte à donner des benzos à très haute dose, hors AMM, non, c'était bien. Et puis, effectivement, les derniers jours où la médecine nous remettait entre les mains de Dieu par l'intermédiaire des associations. Voilà. Et bon, tout ça a fabuleusement échoué, non pas par un manque de motivation, parce que je pense que quand un malade franchit la porte de son médecin et lui dit, laisse tomber sa carapace et sa fierté en lui disant je suis alcoolique, j'ai besoin de me soigner, c'est pas évident à dire. D'ailleurs, quand on regarde quelles sont les doléances ou les demandes des patients à l'entrée des cabinets médicaux, l'alcoolisme arrive tout en bas et avec un pourcentage quasiment inexistant. Donc c'est pas un manque de motivation, et voilà, l'analyse médicale mauvaise, je découvre le baclofen entre Noël et l'an 2011, j'ai un rendez-vous chez un prescripteur le 7 janvier 2012, le 7 janvier 2012 au soir, je prends ma première dose, et le 22 janvier à 340 mg, c'est fini, voilà, terminé. J'ai eu des effets secondaires assez violents, puisque 340 mg en 14 jours, c'est extrême, ça correspond aussi à un tempérament, j'ai un médecin qui est extrêmement expérimenté, qui m'a laissé suivre, enfin qui m'a laissé faire tout en m'encadrant, en validant mon protocole, en me tenant derrière. Hein. Et voilà, j'ai baissé aujourd'hui, j'ai baissé des 3/4. Aussi, autant j'ai préféré faire ignition pour la libération, autant la descente, je la fais à l'horizontale, mais vraiment très très faiblement, hein, en 3 ans et demi. Les 3/4, donc c'est très faible, et puis on va arriver tranquillement à 0, peut-être l'année prochaine, je ne suis pas pressé, voilà, pour l'instant ça ne me gêne pas, c'est aussi un anxiolytique, c'est pas mal, bon, et puis il y a tout un travail à mener en parallèle, et c'est l'objet de mes propos en troisième partie. Alors, je suis resté pendant 18 mois, à 42 ans, à profiter de 8 heures par jour de temps libre, parce que finalement, j'avais fait la moyenne, c'était 8 heures par jour. Entre le moment où il y a toutes ces pensées qui nous déconnectent du monde, les montées de tension, les temps de consommation, et puis l'aspect physiologique, donc d'ivresse et de récupération, c'est 8 heures par 24 heures. J'avais une famille, enfin j'ai une famille, j'ai une société, j'ai des amis, j'ai des activités, et puis j'avais l'alcoolisme, et puis pendant les 8 heures, et soudainement, j'ai plus ça. Donc pendant 18 mois, c'est quand même extraordinaire, à 42 balais, de se retrouver en pleine conscience, tout à fait conscient de tout, c'est-à-dire propre, clean, pas défoncé, pas ces fantasmes, rien du tout, dans la réalité. Et puis le 3 juin 2013, j'ai assisté à une conférence à Cochin, où il y avait Olivier, Bernard, Annie, enfin voilà, et j'ai été contaminé, et depuis, je me suis dit, mais je vais faire ce que je peux faire pour eux et les aider. Et on a créé, entre autres, cette association Olivia Mézen. Pourquoi ? Parce que si la France a obtenu une RTU, si en France on s'aperçoit que les ventes montent de façon exponentielle, c'est-à-dire que ça, c'est ce que Celtifarm et Open Health, nos partenaires, nous ont développé, c'est le suivi en temps direct, au jour le jour, des ventes de baclofen en France, uniquement pour addictologie. C'est on déflaté de la neuro.
Donc suivi au jour le jour, vous voyez en fait que cette courbe monte fabuleusement jusqu'à à peu près la fin du premier semestre 2014. Et si on considère que là, nous sommes aujourd'hui à peu près à 100 000 malades, 100 000 patients en France, traités par baclofène, à peu près un petit 50 000 en Europe, et si on regarde le reste du monde, allez, 2-3 mains de patients. J'exagère. En Chine, grâce à moi. J'exagère, mais c'est moins d'un millier quoi, pour le reste du monde. Et donc, toute cette explosion qui suit finalement ce qu'on appelle véritablement une contamination virale, puisque l'un des ingénieurs de Celtifarm qui nous a développé cette appli est épidémiologiste, et en l'analysant, il me dit c'est exactement le principe d'une contamination virale, exactement la même. Et cette contamination virale, ses piliers ont été quoi? Ont été les premiers patients, c'est-à-dire Ignition avec le livre d'Olivier, les premiers patients qui rentrent chez les médecins en leur disant « je veux ça », c'est un confrère qui l'a écrit « je veux pareil », qui ont commencé à contaminer, ça a été le relais des associations, ça a été le relais des présences web, et ça a été tout l'amplificateur et l'accélération média, pour qui en fait les médias, c'est très intéressant d'avoir ce combat de David contre Goliath. Donc des petits pauvres soutenus par personne contre la méchante industrie et les sociétés savantes. Ils ont su véritablement mettre un beau relief là-dessus, ce qui a permis en fait cette explosion des prescriptions en France, mais pas à l'étranger. Et rapidement, une petite parenthèse par rapport à cette chute depuis septembre en fait 2014, et qui continue, hein, ce sont des données à aujourd'hui, je les ai téléchargées tout à l'heure. Il faut savoir que vous avez un laboratoire qui s'appelle Lundbeck, qui est arrivé avec une AMM Europe en septembre, et qui inonde le marché européen avec les capacités d'un industriel, c'est-à-dire les capacités financières et marketing d'un industriel, voilà, pour vendre un MeToo du Revia, dont l'efficacité thérapeutique est inversement proportionnelle à sa rentabilité, et dont ils ont l'obligation d'avoir le retour sur investissement, puisqu'ils ont craqué pas mal de thunes. Donc aujourd'hui, vous avez une cannibalisation du baclofène par le Celincro. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce que j'explique, c'est que je l'ai présenté vraiment, je l'ai démontré avec des chiffres, je pourrais vous le montrer tout à l'heure si vous voulez, mais c'est vraiment, la démonstration est claire comme de l'eau de roche. Vous avez une cannibalisation par le laboratoire Lundbeck qui joue chez eux, c'est un industriel, il a investi, il faut son retour sur investissement. Le baclofène est un danger d'un point de vue d'un industriel, donc je le shoot et je mets en place mon médicament. Voilà. Ce sera temporaire. En reprenant le concept. En reprenant le concept, c'est-à-dire qu'il joue sur les mots, il parle de réduction des risques et des dommages. Le Celincro vise, alors vous avez 3 catégories en fait pathologiques de l'alcoolisme, vous avez les risques élevés, moyens et faibles. Le Celincro ne vise que les risques élevés. Donc, quand vous êtes un alcoolique moyen ou faible, de toute façon le temps joue pour eux puisque cette maladie est quand même évolutive, donc on est tous des clients en puissance. Et sur cette partie des risques élevés, ils envisagent pour 60% d'entre eux une réduction de 50% de leur consommation. C'est bien, c'est donc de la consommation contrôlée, c'est-à-dire que chaque jour, il faut s'avaler son cacheton. Un seul au lieu de 10, 20 ou 30. Un seul. Et d'ailleurs, l'AMM est à 1 par jour, ce qui est le rythme du craving d'un alcoolique. Et petite chose à savoir, la prescription du Celincro est faite pour 6 mois, renouvelable une fois, et la NSM estime qu'il peut y avoir des risques à la prescrire au-delà d'un mois. Donc ça va faire un soufflet. Je pourrais vous présenter des choses assez rigolotes ensuite, de perspectives de marché qu'ont fait des sociétés indépendantes sur le Celincro. Enfin, tout ça démontre bien la supercherie. Enfin, la supercherie, c'est quand même 120 morts par jour en France. Alors, l'objectif de cette nouvelle association... D'accord. Ah oui, il faut pas... Comme il y a un médicament concurrentiel. Voilà, mais... oui. Voilà. Ils peuvent être complémentaires. Voilà, tout à fait. C'est ce que j'ai expliqué à la FF1. Absolument. Donc l'objectif de cet assaut est finalement de modéliser cette contamination virale française, qui est vraiment un succès hors norme, exemplaire dans le monde, de la modéliser pour industrialiser et internationaliser ce traitement, non pas en faire, comme je le disais au début de mes propos, un dogme absolu et totalitaire, mais c'est quand même, et sur la base des 100 000 patients, plus de vos cohortes qui sont quand même relativement conséquentes, un dispositif thérapeutique qu'il ne faut pas écarter de la main, sous prétexte qu'il vient rompre des habitudes, sous prétexte que sa découverte a été faite en dehors
des sociétés savantes de la dictologie ou de l'écologie. C'est un médicament qu'il faut promouvoir. Donc, nous avons finalement trois grandes... c'est un trépied, finalement, avec 3 pieds. Donc, l'internalisation du traitement sur certaines addictions, donc l'appui métaux et technique aux initiatives étrangères qui souhaitent développer ces activités et ces supports web, parce qu'aujourd'hui, c'est le premier vecteur, donc ce sont des forums d'échange sur lesquels, en fait, on va agréger les premiers patients, l'accompagnement d'un réseau de prescripteurs auquel on leur propose l'accès en open data à l'expertise médicale française. Il y a sur la petite dream team des primo-prescripteurs et de ceux qui aujourd'hui maîtrisent vraiment, il y a quoi, 20 médecins qui aujourd'hui sont capables véritablement de rédiger un protocole extrêmement fiable. Donc ce sont ces informations que nous formatons et que nous diffusons. Ça peut par exemple s'inscrire, j'ai un premier exemple qui est ici, qui est en fait le schéma thérapeutique du baclo, où on démarre donc à 0 et on monte par paliers. Ces paliers sont en fait marqués par l'arrivée des effets secondaires, que l'on laisse calmer avant de remonter d'un palier. En moyenne, en 63 jours et à 179 mg, on atteint cette indifférence. C'est des moyennes tout ça, c'est des grandes moyennes. On stabilise pendant 3 à 6 mois à cette dose, et puis on descend très progressivement entre 2 et 5 ans, soit tout doucement vers la sortie du traitement, et on est guéri, soit on garde cette dose de confort et on est soigné, avec des grands écarts, comme je vous disais, de 5 à 630 mg, d'une semaine à plusieurs mois. La répartition, vous avez par exemple ici 8% selon une enquête qui fait état d'un dépassement de 300 mg pour atteindre cette indifférence. Et puis le fait qu'il n'y a aucune corrélation, comme je le disais, entre le sexe, l'âge, le poids, le nombre d'années d'alcoolisme. Ça c'est en anglais, donc ça existe en français, espagnol, portugais, italien, néerlandais, polonais. On est encore en train de le traduire dans d'autres langues pour pouvoir le diffuser à ces médecins. Ça n'explique pas tout, mais c'est une première vision synthétique et ce sont vraiment ces supports que l'on modélise avec les expérimentés pour pouvoir, comme je disais, ouvrir aux médecins étrangers l'accès à cette open data, à cette expertise française. Le deuxième point, c'est véritablement la sécurisation du traitement, enfin la sécurisation. La connaissance, tout au moins la compréhension, parce qu'aujourd'hui on constate l'effet du GABA sur le GABA B, on le constate, on ne sait pas le prévoir, on ne sait pas le piloter, on le constate simplement. Donc avant de le sécuriser, il faut déjà le comprendre. Donc l'objet est de faciliter la poursuite d'études sous toutes leurs formes sur ces mécanismes d'addiction pour lesquels le baclofen apporte des réponses positives, et donc la compréhension de leurs fonctions, mécanismes et schémas. Et puis la convergence pluridisciplinaire par une offre globale d'accompagnement de malades, ça s'inscrit par 2 biais. Le premier très court, c'est notre présence régulière à rencontrer les sociétés savantes de type SFA, FFA, OPLIA, FA, etc. dans leur conseil d'administration, mais aussi à intervenir dans leurs conférences annuelles pour continuer quand même à marquer notre présence vis-à-vis de ce dispositif thérapeutique, pour lequel il y a encore besoin d'être soutenu, hélas. Et puis surtout, alors là j'en viens à... Je suis extrêmement content d'exprimer devant vous, parce que là j'arrive avec la liste des courses, s'il vous plaît. Quand vous voyez en fait ce schéma-là, ici il y a toute la vie du malade, avant, où finalement on a 2 catégories de malades. On a ceux qui sont parfaitement conscients de leur addiction, mais qui décident de ne pas se soigner, parce qu'en phase 2, ils avaient finalement le néphalisme, l'abstinence absolue, ou les traitements pharmaceutiques à effet plutôt assez limité. Et beaucoup d'entre eux, on en côtoie souvent, disent « Moi, ça ne m'intéresse pas quand ils n'ont pas connaissance du baclofen, ça ne m'intéresse pas de rentrer dans un soin, parce que c'est soit on va me dire bah, « Écoute, sois abstinent chaque jour, et j'en ai pas la force, et j'ai essayé, et j'y arrive pas, et ça fonctionne pas, et je rechute. » Ou alors ce sont des médicaments dont je vais ne pas les prendre à vie, puisqu'il y a quand même des effets secondaires sur les autres médicaments. Donc vous avez ces malades qui sont quand même conscients de leur addiction, et les autres qui finalement ne le sont pas.
n'ont pas cette conscience du fait d'être enchaînés, que ce soit un déni, une inconscience, peu importe comment on peut l'expliquer, qui n'ont pas cette conscience d'être malades. J'avais, comme on en avait parlé avec Annie, mené en 2013 une grosse enquête sur les forums, que j'appelais point de bascule, pour essayer de faire raconter d'un point de vue très objectif, factuel, sans émotion, sans passion, le moment de leur vie, non pas où ils ont démarré le baclofen, nous en avons entendu parler, le moment dans leur vie où ils se sont rendus compte qu'ils étaient prisonniers. Et c'est extrêmement intéressant parce que finalement, il y a différentes causes qui se rassemblent dans des cases un peu communes. C'est un accident de voiture, un AVC, un accident directement lié à l'alcool. Donc voilà, on se finit soudainement à l'hôpital devant un médecin et on se dit, bah, ok, il y a quelque chose qui cloche et on admet. Ou ça peut être un tiers, une personne de confiance. Par exemple, l'un d'eux dit, bah, j'étais sur mon canapé, ma fille qui est étudiante se lève et me dit, oh, t'es encore bourré comme tous les soirs. Ok, c'est bon, il a compris. Une autre femme a raccompagné ses 2 filles sur un trajet de 80-100 km, elle était bourrée, et elle s'est rendue compte en voiture, en fait, de la façon, du danger qu'elle provoquait à ses filles. Elle a vécu un enfer pendant ce temps de trajet, et ça lui a suffi à. Un autre, c'est j'étais en train de ranger la bouteille dans le frigo où je venais de m'en prendre 2-3 lampées, et là, soudainement, je vois mon ami qui rentre et qui me regarde, style, ça fait 20 ans que je sais que tu fais ça. Et en fait, il y a cet effet miroir à un moment donné qui se met en place et qui permet de dire, qui accélère, qui fait ce point de bascule, de dire, ok, c'est bon, j'ai une maladie, et généralement, quand on sait qu'on est malade, on va se soigner. Donc je pense qu'il y a peut-être un... Alors c'est débattu, redébattu, je ne suis pas un pro et je ne suis pas du tout formé à ça, mais il y a effectivement toute cette vie préalable aux soins sur lequel l'idée c'est de faire aider le malade à prendre conscience qu'il est malade et surtout que c'est beaucoup plus favorisé aujourd'hui dans la mesure où il y a un traitement, il y a une molécule qui lui permet à plus de 50% de chance de se soigner. Donc c'est pas un miracle, mais à plus de 50% de chance. Ensuite, il y a toute cette phase. Et alors là, cette phase est extrêmement fondamentale parce que, on le disait, l'addiction c'est du temps. C'est 3 heures, 5 heures, 6 heures, 8 heures par jour. Mais c'est aussi du temps. C'est 15 ans, c'est 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est toute une vie qui se construit autour de l'addiction, qui devient nous-mêmes. C'est une vie de couple qui se produit sur un équilibre qui est complètement déséquilibré. C'est l'un qui est dépendant et l'autre qui finalement devient une béquille. Donc c'est une construction un peu artificielle. Et puis la libération qui arrive en 63 jours, c'est très court. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se réveille, ça a été mon cas comme des milliers d'autres, on se réveille, et puis on s'aperçoit que finalement tous les grands fantasmes qu'on se projetait quand on était bien picolé, ça n'existe pas. Que des choses très simples, j'ai plus de points sur mon permis parce que je me suis fait contrôler 3 fois, ma bagnole elle est pourrie, mon compte en banque il est pitoyable, je suis endetté, j'ai un boulot de merde, je m'éclate pas. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut en fait être capable de regarder. On n'a pas de difficulté à le regarder objectivement, on le regarde objectivement, puisqu'on a un comportement qui soudainement est tout à fait indépendant, autonome et en véritable libre arbitre vis-à-vis de l'alcool. Donc on n'est pas dans une position de refus, de rejet, de combat. On regarde ça de façon tout à fait autonome en se disant mais c'est quoi ce bilan? C'est moi? Et qu'est-ce que je fais avec ça? Et je pense qu'il y a un accompagnement à faire en termes de préparation du patient qui peut peut-être même se faire ici. Et c'est éventuellement là où le Célimpro peut avoir une utilité, qui est pour les cas les plus sévères de faire baisser leur consommation, donc finalement de les faire remonter un peu du sous-sol pour commencer à avoir une petite clairvoyance, en leur disant attention, si jamais le baclofen marche, ça va être en fait une clairvoyance totale. Donc il y a tout un accompagnement psychologique préparatoire à faire, je pense, pour ces malades, pas pour tous. Certains peuvent très bien s'en sortir sans accompagnement psycho, mais pour ceux qui ont été vraiment addicts pendant des 20-30 ans et à des très fortes doses, donc avec des répercussions socio-professionnelles, physiologiques très fortes, à un moment donné, il faut être assez costaud, et c'est peut-être trop difficile de supporter cette réalité toute seule. Et donc il y a un accompagnement à faire ensuite sur la durée, quand on parlait de ce temps, de se réinscrire dans ce temps, c'est qu'est-ce que je fais de mon bilan? Qu'est-ce que j'en fais? Parce qu'il faut bien l'assumer. Il y a un passif, mais il y a aussi un actif, donc il faut les assumer tous les deux. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant de ce temps-là, de ma vie, de ma femme ou de mon copain ou de ma copine, enfin de la personne avec qui je vis? Est-ce que ça marche encore ou pas? Et qu'est-ce que l'on va faire ensemble avec les gosses, avec mon job et avec ma vie matérielle, ma vie intellectuelle, et quels sont mes nouveaux domaines de pensée et d'épanouissement? Parce que 6-8 heures d'addiction, il y a, pour les hommes, c'est généralement au bar, pour les femmes, c'est généralement à la maison.
Mais pour ceux qui ont en fait une vie socialo-alcoolique, le bar, soudainement, du jour au lendemain, c'est tous les copains de bar. On n'a plus les voir. D'ailleurs, leurs conversations ne nous intéressent pas, parce que ce sont des conversations qui sont extrêmement intéressantes et philosophiques à 2,5 grammes, mais à 0. Donc, on ne va plus les voir, on ne va plus dans les mêmes quartiers, parce que j'allais pas boire au bar à côté de chez moi, hein. J'allais plutôt dans d'autres quartiers, où j'étais très connu. On savait ce que je buvais. D'ailleurs, salut Sam, la même à demain. Voilà. Donc, on n'y va plus. On a toute une activité, des intérêts dans la vie qui sont entièrement modifiés. Donc il y a tout l'aspect social, il y a l'aspect professionnel, le rapport avec ses collègues, avec sa hiérarchie, avec sa client, avec son boulot qui change, le rapport avec ses gosses, le rapport avec son conjoint, tout ça change. Et je pense qu'il y a véritablement besoin d'un accompagnement avec, qui plus est, ici, juste là, enfin, sur cette durée-là, ce qu'on appelle le grand méchant vide. Alors ça, c'est un effet secondaire que l'on ressent quasiment tous, à 95%. Libération. Et l'effet secondaire ensuite, c'est un gel émotionnel total. C'est-à-dire qu'on sort des 50e hurlants, où d'un point de vue émotionnel, on est des malades émotionnels, et on arrive soudainement dans un monde où nous n'avons plus la moindre émotion. On pleure plus, on rit plus, on n'est plus en colère, on n'a plus envie de rien. Moi, je regardais ma femme comme si c'était, je sais pas, un porte-manteau, quoi. C'est un être humain, mais qu'est-ce que je fous là? Tout ce vide émotionnel, alors qui est extrêmement, confortable, parce qu'à un moment donné, on a été quand même saigné à blanc par ces émotions excessives, mais qui est quand même extrêmement déroutant, parce que qu'est-ce qu'on va faire en fait de ces gens qui sont autour de nous, du fait qu'on n'a plus aucune envie, aucune émotion. Et c'est là aussi où il y a un accompagnement psy à mettre en place, puisque de toute façon, qu'il vienne ou pas cet accompagnement psy, ces émotions renaissent à un moment donné. Elles reviennent d'elles-mêmes. Mais il y a toute cette phase en fait qui, à mon avis, est extrêmement profitable et que l'on doit travailler avec les malades. Donc ma liste des courses, il y a ces 3 étapes à préparer, c'est-à-dire que le baclofen est venu bousculer le monde de la médecine, les sociétés savantes de spécialité, l'alcoolologie, l'addictologie, bousculent l'industrie, certes, mais gare à l'effet l'onde de choc, parce que maintenant, non seulement elle ne va pas bousculer le monde de l'accompagnement socio-psycho, mais elle est en demande de cet accompagnement. C'est-à-dire que vraiment, l'accompagnement socio-psycho a un rôle à jouer dans la préparation, l'accompagnement et la vie qu'il y a derrière. C'est-à-dire que nous devenons des sujets extrêmement intéressants dans vos cabinets. C'est-à-dire que nous ne sommes plus en résistance, en contrôle vis-à-vis d'un monstre, d'un diable, de crainte. Non, 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 non. On est indépendant. Donc le rapport que l'on a avec ce méchant monstre ou ces méchants comportements a disparu. Je peux boire un verre de vin, ça m'arrive, je n'ai pas de crainte, voilà. Donc soudainement on est demandeur, on est avide d'explications, et c'est là où s'inscrivent, par exemple, ce que Annie va exposer tout à l'heure, mais je me suis intéressé, parce que c'est aussi mon chemin de vie, aux effets que peuvent avoir le saccage infantile sur la mise en place de l'addiction. Et vous avez des gens comme Alice Miller qui l'explique bien dans ses bouquins. Vous avez le docteur Claude Orcel qui travaille énormément là-dessus, sur l'aspect du saccage infantile sur les addictions. Tout cela, je pense, constitue des pistes intéressantes parce qu'on est ouvert, réceptif. Et vu ce qu'on s'est pris dans la gueule pour arriver ici, je pense qu'on est extrêmement ouvert à découvrir son propre parcours et éventuellement les failles ou les difficultés qu'on a pu vivre.